Vous nous présenter votre organisation, le mouvement arménien, ainsi que ses objectifs en France et pour l'Arménie, s'il vous plaît. Le mouvement arménien a été créé en 2021. C'est un mouvement qui a été issu de la guerre de 44 jours, où nous avons été actifs avec les mouvements spontanés. Donc, à la suite de la guerre des 44 jours, où nous avons beaucoup contribué, où nous avons compris que notre voix n'était pas entendue, que nous étions dans une vieille diaspora en France, et avec quelques membres qui avaient participé dans d'autres organisations, dont moi aussi j'ai participé dans d'autres organisations, nous avons décidé de créer un nouveau mouvement qui serait pro-européen et pro-arménien. À la suite de notre création, un mois à peine après la création, nous avons été reçus par le directeur cabinet du président de la République, M. Emmanuel Macron, et nous avons travaillé avec le ministère des Affaires étrangères françaises sur une convention qui avait pour but de promouvoir l'économie entre l'Arménie et la France. Et cette convention qui a été beaucoup décriée, vous avez dû voir les retours qu'il y a eu dans la presse arménienne, vous avez dû voir dans la presse arménienne, avait pour objectif d'expliquer à la société civile que les nouveaux thèmes qui étaient importants pour l'Arménie, c'était l'économie, c'était le développement économique, la puissance économique, et puis ça a découlé évidemment, qui dit économie dit renforcement militaire, changement de vecteur. À la suite de ça, les ministères des Affaires étrangères français et arméniens ont signé un document. Puis, il y a eu un document qui a été signé entre le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Nicole Pachinian, qui est sur le thème de l'économie. Donc voilà pour le premier volet. Ça a été le premier projet du mouvement arménien sur le premier mandat, dont j'étais le secrétaire général. J'en suis le président depuis le mois de février dernier, et les objectifs qui ont été fixés par le conseil d'administration sont de travailler sur différents axes que je souhaiterais qu'on discute ce soir. Notamment, le premier axe, c'est l'Arménie dans l'Union européenne, l'Arménie comme centre de gérance globale, quel rôle doit jouer la communauté arménienne, la diaspora arménienne européenne, et évidemment, quel est le projet de la diaspora pour l'Arménie et de l'Arménie vis-à-vis de la diaspora. Donc, sur la question de l'Union européenne, nous avons travaillé avec, et nous travaillons toujours avec les forces extra-parlementaires, les forces démocratiques, ces forces qui ont lancé une collecte de signatures pour organiser un référendum. J'anticipe un petit peu les choses. En fait, c'est un sujet sur lequel, aujourd'hui, le monde nous regarde, c'est-à-dire la diaspora, l'Arménie, la population arménienne, la civilisation arménienne se pose la question, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est encore l'allié des Russes? Est-ce qu'on a un pied dans l'Union européenne? Cette initiative de référendum a pour objectif de clarifier les choses. Aujourd'hui, nous savons qu'en Moldavie, il va y avoir un référendum pour l'euro-intégration. D'ailleurs, si vous regardez l'actualité aujourd'hui, le gouvernement moldave dénonce des ingérences russes et des achats de votes pour ce référendum. Mais les sondages disent pour la Moldavie que 55% de la population est favorable pour l'Union européenne. Nous savons que pour l'Arménie, les sondages qui ne sont pas forcément dévoilés donnent une population favorable à 81% pour l'Union européenne, qu'il y a un sentiment anti-russe qui est très important en Arménie, et que aujourd'hui, nous sommes toujours les alliés de la Russie. Nous sommes encore membres de l'OTSC, même si la participation a été gelée. Nous sommes membres des commissions, on peut dire entre guillemets, économiques, et nous allons participer prochainement
au sommet de la BRICS. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que la société civile envoie un signal, notamment à l'Occident et à l'Union européenne, disant que qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut rester l'allié des Russes en ayant une relation avec le monde? Est-ce qu'on veut euh, être membre de l'Union européenne, c'est-à-dire commencer les premières démarches, ou est-ce qu'on veut clairement changer de vecteur? Évidemment que, en fait, la procédure de cette collecte de signatures, à 50 000 signatures, le débat s'impose au Parlement arménien. Au moment où je vous parle, c'est-à-dire un peu plus de 15 jours après le début de cette collecte, nous avons déjà 27 000 signatures. Donc, nous sommes à 55% du premier objectif. L'objectif de 50 000 signatures doit être fait dans un délai de 60 jours. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que ces signatures soient abouties d'ici 15 jours, 3 semaines, en sachant qu'il y a des difficultés quand même sur place. J'y reviendrai peut-être plus tard ou pas, ou vous êtes peut-être déjà au courant, ou par exemple en diaspora. Continuez, s'il vous plaît. Il y a des difficultés en diaspora pour signer, mais ce qui est important, c'est surtout qu'il y ait une mobilisation de la société civile. Si vous permettez, j'ai une question, Monsieur Rafi. Nous avions un de nos spectateurs qui m'avait posé une question. Est-ce que les personnes se trouvant à l'étranger avec un double passeport peuvent participer éventuellement dans les ambassades ou ce genre de choses? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? En fait, cette collecte de signatures est constitutionnelle. C'est-à-dire que normalement, que vous soyez à Yerevan, que vous soyez à Bruxelles, que vous soyez à Paris, que vous soyez à New York, vous devriez avoir la possibilité d'aller dans vos ambassades, dans vos consulats ou dans les mairies avec votre passeport, pouvoir signer cette collecte de signatures. Je sais qu'il y a des difficultés, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'engager en disant que tout fonctionne parfaitement. Mais il y a plusieurs dispositifs. Le premier, c'est de contacter les ambassades et savoir est-ce que c'est mis en œuvre ou pas. Mais il y a aussi une partie de collecte en ligne qui est un petit peu spécifique, mais je peux pas vous l'expliquer comme ça parce que c'est une procédure bien précise à partir d'un numéro de téléphone ou d'un numéro de passeport où vous pouvez voter en ligne. Mais pour l'instant, ce taux n'est pas très élevé, mais normalement, constitutionnellement parlant, vous devriez avoir la possibilité de voter n'importe où vous êtes du moment que vous avez les papiers arméniens. Je voulais parler principalement du rôle de la Russie actuellement et votre avis à ce sujet, s'il vous plaît. Alors, comme je l'ai évoqué récemment à la télévision arménienne, malgré tout, la Russie joue un rôle important en Arménie et notamment un rôle de déstabilisation. Je vous rappelle que l'Arménie est une base militaire et que, je l'ai dit ouvertement, il est très important de sortir de toutes les alliances avec la Russie et de remplacer la base russe qui est à Goumri. Pourquoi? Parce que on sait tous, et je pense qu'on l'a tous constaté, que la Russie veut le contrôle du Syunik. Elle veut le contrôle du Syunik et elle pousse même l'Azerbaïdjan à mettre la pression pour obtenir un couloir extraterritorial, dont je n'aborderai pas le terme aujourd'hui parce que, en réalité, je ne veux pas que ce mot-là soit diffusé. C'est un corridor que vous savez tous, qui commence par Z, et on se demande pourquoi Z. Je ne veux pas l'aborder parce que plus on dit le terme, plus on en fait une réalité. L'objectif de la Russie, en réalité, c'est de tracer une frontière idéologique. C'est de dire, OK, nous allons aller dans un autre monde, il va y avoir un monde multilatéral, mais moi, ma zone, ma frontière, c'est jusqu'à l'Iran. Donc, il pousse l'Azerbaïdjan à passer à l'offensive pour qu'il puisse se positionner comme un médiateur et qu'il puisse prendre le contrôle et pour mettre en application ce point qui est dans l'accord du 9 novembre, c'est-à-dire prendre le contrôle des moyens de communication
dans le sionique, chose que les États-Unis, la France et l'Union européenne maintiennent une pression pour que ben, ce secteur soit sous contrôle arménien, ce qui est tout à fait logique, ce qui était convenu à la base. Euh, Aujourd'hui, il y a peu de temps, on a parlé même d'une volonté d'annexion de la part de l'Azerbaïdjan. C'est toujours le cas. Hein. L'Azerbaïdjan menace régulièrement jusqu'à il y a peu de temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'analystes et même de politiques qui disent qu'ils ont des craintes après la COP 29. Voilà, ça aussi, une des problématiques que je suis obligé de discuter, mais que je n'ai pas envie d'alimenter, parce que voilà, tout ça, c'est une stratégie de l'Azerbaïdjan qui a pour objectif de mener une guerre hybride à l'Arménie, qui le fait déjà depuis la guerre, depuis l'après-guerre, et qui maintient cette pression psychologique sur le peuple arménien et évidemment avec l'Azerbaïdjan, avec la Russie et la Turquie. Donc ces objectifs-là, je pense, voilà, mon message là aujourd'hui dans ce live, c'est premièrement de pas tomber dans ces rhétoriques, parce que plus on dialogue sur ces rhétoriques, plus on en fait une réalité et plus on laisse la possibilité à nos ennemis de pouvoir calibrer leur tactique en se disant la société arménienne a peur, les Arméniens ont peur, nous allons maintenir la pression ou nous allons carrément euh, passer à l'action et ils nous maintiennent dans une forme d'immobilisme. Et c'est ça qui est important dans le référendum, c'est que, je prends un exemple, aujourd'hui Aliyev va sur des sujets où il s'arrête plus, il nous demande de changer la constitution, il nous demande de renvoyer soi-disant de la population qui aurait été déportée. En réalité, tout ça, c'est une rhétorique contre la politique française qui défend le fait que les Arméniens qui ont été chassés de leur terre ancestrale en Artsakh doivent retourner sur leur terre. Pour répondre à cette pression d'une puissance comme la France et de l'Union européenne et même des États-Unis, Aliyev fait des nouvelles revendications. Mais il ne faut pas que nous tombions dans ce jeu-là. En réalité, il est inacceptable qu'en 2023, des Arméniens ont été chassés de leur terre, il y a eu une épuration ethnique et on leur a retiré leur maison. Pour certains, ces territoires, ils les avaient même avant que l'Arménie soit indépendante, avant même que l'Azerbaïdjan soit indépendante, avant même que l'Artsakh soit autonome, ils étaient déjà là. Pour une partie de la population, certains sont nés sur ces territoires, leurs maisons étaient là avant même que l'on parle de découpage par Staline ou l'explosion de l'Union soviétique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer un sujet aussi important. Des personnes ont été chassées de leur maison parce qu'ils avaient une appartenance ethnique. J'ai une petite question, excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous avez actuellement, avec les signatures, pour le référendum, ce genre de choses, vous avez des blocages à niveau arménien, dans la politique arménienne? Est-ce qu'il y a des gens qui vous bloquent pour faire ça? Écoutez, moi, je suis pas sur le terrain. Je suis en diaspora, je suis en France. J'ai initié l'idée avec les forces démocratiques qui travaillent sur le terrain tous les jours, qui me rapportent qu'il y a des soucis avec les ouvertures, les horaires. Dans certains villages, il y a même pas, les maires ne jouent même pas le rôle, ils ne respectent même pas la Constitution ou ne laissent même pas la possibilité. Je parle plus de l'opposition, si vous permettez, plus de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils en pensent en fait? C'était ça ma question réellement. Alors, que ce soit l'opposition ou même la majorité, ce que j'ai envie de dire, il y a aussi quand même un blackout médiatique. C'est-à-dire, si on regarde, je prends l'exemple d'hier où l'opposition fait une manifestation devant la télé publique, alors qu'il y avait à peine 2000 personnes sur la place de la République et qu'ils obtiennent un temps d'antenne pour raconter complètement n'importe quoi à la télé. On a quand même 27 000
signatures et nous ne sommes pas sur les chaînes de télé publiques. Au niveau de la propagande et des chaînes de télévision et d'information gouvernementale, on n'a pas la visibilité qu'on aimerait obtenir. Ensuite, concernant l'opposition, évidemment qu'il y a des tentatives de déstabilisation. Il y a par exemple, il y a une semaine avant qu'on annonce les premiers chiffres de 25 000 signatures qu'on avait déjà vendredi, 2 jours avant, la presse d'opposition annonçait que c'était un flop total, qu'il y avait à peine 3 000 signatures, alors qu'on était déjà à 22 000 à ce moment-là. Donc il y a de la désinformation. Est-ce qu'il y a de la crainte au moment où je vous parle? Je sais pas. Je me pense que oui. Le fait que les mouvements d'opposition soient relancés dans ce timing après les déclarations de Zarakova concernant le retrait de l'Arménie de l'OTSC, je me doute que tous ces événements qui surgissent ont forcément un lien avec cette pétition qui fait du bruit. Je rappelle quand même 27 000 signatures en 15 jours. C'est déjà un très bon lancement. C'est vrai. Centre de gérance globale dans le Caucase. Pouvez-vous rentrer dans les détails, s'il vous plaît? Donc, en fait, les Arméniens doivent comprendre qui ils sont, de quelle civilisation ils sont issus. Je rappelle que nous sommes issus de Haïg Nahabet, de l'idéologie de Haïg Nahabet et du christianisme aussi, et que aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un tournant. Le tournant consiste que le centre du monde aujourd'hui se situe en Arménie, que c'est un enjeu civilisationnel et c'est un enjeu prioritairement idéologique. Nous voyons clairement que nous sommes le portal entre les deux mondes. Nous sommes la porte d'entrée entre le monde démocratique et le monde totalitaire et que nous avons un rôle à jouer dans le Caucase. Notre rôle est de propager l'idéologie libertaire, démocratique que nous avons dans notre ADN. C'est une idéologie que nous avons depuis plus de 5000 ans. Il y a 5000 ans d'écrits et depuis 5000 ans, il y a des traces arméniennes. Nous avons peut-être 10 000 ans d'existence, mais en termes d'écrits, depuis 5000 ans, les Arméniens existent. Depuis 5000 ans, nous sommes opprimés. Depuis 5000 ans, on cherche à nous massacrer. Et aujourd'hui, nous avons une possibilité de jouer un rôle de centre de gérance, parce que dans le multilatéralisme, il y aura des décentralisations, et nous sommes la civilisation la plus démocratique du Caucase. Les enjeux aujourd'hui sont de promouvoir la démocratie. Je l'ai dit dans la précédente interview à la télé arménienne, notre atout principal, c'est notre force démocratique. L'Arménie est située au carrefour entre l'Europe et l'Asie. Elle possède une histoire riche et complexe, marquée par des défis géopolitiques et des opportunités stratégiques uniques. Nous jouons un rôle crucial dans les dynamiques globales. Le potentiel de l'Arménie à émerger en tant que centre de gérance globale du Caucase devient de plus en plus évident. Cette perspective est particulièrement pertinente dans un contexte où des nouvelles alliances avec des puissances mondiales telles que l'Inde, l'Iran, la France, l'Union européenne et les États-Unis sont en cours de discussion et elles sont même très avancées. Ces partenariats promettent de transformer l'Arménie non seulement en un acteur clé de la stabilité régionale et mondiale, mais aussi de faire de l'Arménie un hub de développement économique, technologique et même culturel. Aujourd'hui, dans ce contexte, ce qu'il faut voir, c'est l'aspect global. L'Arménie, pour beaucoup, c'est un pion dans un échiquier, mais nous voyons que dans les différentes crises actuellement mondiales, qu'il y a l'enjeu écologique, énergétique, mais aussi idéologique. Et dans ces enjeux-là, il y a une volonté de l'Occident
de stabiliser ce qu'on va appeler cette zone du Caucase, mais on peut aller plus loin, de l'Eurasie. Nous avons des mondes ouverts. Les États-Unis, c'est un monde ouvert dans lequel les États, entre eux, ne se font pas la guerre. L'Union européenne est un monde ouvert dans lequel les États ont chacun leur identité, mais ne se font pas la guerre entre eux. Ils sont en guerre contre la Russie aujourd'hui. C'est même pas l'Union européenne, c'est l'Ukraine qui n'est pas encore adhérent à l'Union européenne. Demain, il y aura un nouveau monde qui va être l'Eurasie, c'est-à-dire ce tampon entre l'Europe et l'Asie, où nous avons un rôle très important à jouer et nous voyons des puissances comme la Russie et comme la Turquie et on peut le dire de facto une petite, je n'ai même pas les mots qui me viennent, un petit pays qui a moins de 100 ans que le Coca-Cola existait même, la marque Coca-Cola existait même avant elle, où chacun revendique qu'il est plus puissant, qu'il doit, lui, gérer le centre de jeu global, et qu'en vérité, nous avons aujourd'hui des opportunités que nous devons saisir, des opportunités qui, à 100 ans, hélas, ont conduit au génocide. Il y a 100 ans aussi, nous avions ces possibilités. Nous les avons encore aujourd'hui, 100 ans après. Mais je comprends aussi que nous avons la crainte de ne pas tomber exactement dans le même piège qui a été il y a 100 ans en arrière. Je rappelle quand même que aujourd'hui on a la question du Syunik. Je rappelle que 100 ans avant, Karekin Nejde était envoyé par le premier centre de gérance globale, qui était l'Allemagne à l'époque. Aujourd'hui, les pôles de gérance ont changé. Aujourd'hui, le premier pôle, c'est les États-Unis, avec ce qu'on appelle États-Unis UK-UE, donc les États-Unis, l'Angleterre, l'Union européenne, qui est le premier pôle de gérance globale. Le deuxième pôle de gérance globale, c'est la Russie. Demain, dans le multilatéralisme, il y aura d'autres pôles décentralisés, mais aujourd'hui, le contexte, c'est celui-là. Et la Russie, voyant que l'Arménie, la civilisation arménienne, sort de sa sphère d'influence, et d'ailleurs, on le voit, jamais un pays comme la France n'aurait pu armer l'Arménie si elle n'avait pas déjà commencé à sortir de la sphère d'influence russe. Et l'objectif, en fait, quelque part, de ce référendum, c'est que la société civile s'exprime. Est-ce que le peuple arménien veut rester sous la domination de la Russie? Parce que le projet, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de l'opposition, le projet de l'opposition, c'est l'intégration à l'État d'union. C'est de faire de l'Arménie une Biélorussie bis. C'est de continuer à ce que nous soyons sous soumission totale et que les moyens de communication ne passent pas par l'Arménie, qu'ils passent directement par l'Azerbaïdjan. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'Occident a plusieurs enjeux. L'un des enjeux, et d'ailleurs, je vous invite à lire aujourd'hui la déclaration du président turc Erdogan, qui dit, je cite, il dit « Après le Liban, leur objectif, c'est la Turquie. Les USA n'ont pas armé les Grecs jusqu'aux dents pour rien. » C'est la déclaration d'Erdogan aujourd'hui. La Turquie a beaucoup menacé la Grèce. Il y a eu beaucoup de menaces sur la Grèce qu'ont fait les États-Unis, le premier pôle de gérance globale pour calmer les pressions turques. Ils ont armé massivement la Grèce. Aujourd'hui, vous n'entendez pas le gouvernement turc menacer la Grèce parce que c'est devenu un dépôt d'armement très important des États-Unis. Il y a toujours des négociations avec la Turquie concernant les S-400 et puis ce jeu de je tourne d'un côté, je tourne de l'autre, je tire mes intérêts d'un côté et de l'autre. Notre objectif aujourd'hui, nous, en tant qu'Arméniens, c'est de dire à l'Occident,
chers amis, nous voulons sortir des alliances avec la Russie, nous voulons sortir la base de Goumri et nous voulons une base américaine, soit à Goumri, soit à Mervi. Et que par ce jeu global, les États-Unis, qui ont armé massivement la Grèce, arment massivement l'Arménie, il y aura sûrement la même chose avec la Géorgie, et que toute cette zone, stratégiquement, militairement, devienne sécurisée, et nous obtiendrons un changement, parce que je vais anticiper un petit peu la question que vous allez me poser, c'est la question de l'Iran. Oui, vous allez me exactement. poser la question de l'Iran, donc je vais l'anticiper un petit peu. L'Iran reste est le troisième exportateur mondial d'énergie. Après les États-Unis, la Russie, en pétrole, en gaz, c'est l'Iran. L'Iran a une volonté d'ouvrir son marché sur l'Union européenne. Et l'Arménie a un rôle très important à jouer. Quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est un portal entre les deux mondes. L'Arménie, son rôle civilisationnel, c'est de propager la démocratie. Donc, je ne dis pas que demain, l'Iran sera une démocratie comme la France, comme les États-Unis, mais pour faire les réformes démocratiques nécessaires pour qu'ils puissent ouvrir leur marché sur l'Union européenne, son meilleur allié, c'est l'Arménie. Et c'est ce que je vous dis là, ce n'est pas une utopie sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est des choses sur lesquelles les Iraniens sont déjà en accord aujourd'hui. Et on le voit dans les déclarations, quand la Russie met la pression sur l'Azerbaïdjan, qui est-ce qui tire aujourd'hui à boulet rouge en disant attention, ça c'est une ligne rouge pour moi, c'est l'Iran. Donc aujourd'hui, il faut voir cet axe Iran, Inde, Iran, Arménie, Géorgie comme un axe stratégique dans lequel l'Occident a choisi. C'est cet axe qui a été choisi. Évidemment qu'il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Je ne vais pas trop me dévier là-dessus, mais on y voit évidemment qu'il y a aussi un objectif finalement euh, dans l'équilibre mondial de faire monter l'Inde. L'Inde, que je rappelle, qui a une population à 1,3 milliard d'habitants, l'équivalent de la population chinoise, et que l'Inde doit devenir un contrepoids sur la Chine, et que dans l'équilibre, en réalité, ce qu'on peut dire, aller entre guillemets, du prochain ordre mondial, c'est que ce qui est important, c'est l'équilibre des forces. Pour obtenir des régions stabilisées, il faut que les forces, elles soient à l'équivalent. Donc, prenons en compte un petit peu la carte. Chine, Inde à l'équilibre, Turquie, Iran à l'équilibre, Arménie, Azerbaïdjan à l'équilibre, et évidemment que la Géorgie est la porte d'entrée de tout ça, donc il faudra surveiller très attentivement les événements qui risquent d'avoir lieu le mois prochain. Les élections, hein, si je ne me trompe pas, en Géorgie. Voilà, ça reste quand même la porte d'entrée de l'Union européenne, notamment pour l'Arménie. Donc c'est voilà, dans les enjeux, ces 2 mois qui arrivent sont très importants, sont cruciaux sur 3 thèmes. Le premier thème, c'est les élections en Géorgie. Nous allons voir est-ce que la Géorgie devient complètement pro-russe, une Biélorussie bis, ou alors elle se tourne vers l'Union européenne. Le deuxième point, ça concerne les élections américaines qui sont scrutées comme un changement, ça peut être un changement massif ou exceptionnel si Donald Trump passe. Pour moi, ça reste de l'utopie. Donald Trump, euh, personnellement, je pense qu'il ne gagnera pas, mais même si il venait à gagner, ne peut pas aller contre les objectifs américains sécuritaires de défense et globaux. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, rien ne changera. Et le troisième point, c'est la COP qui est organisée par l'ONU en Azerbaïdjan. Euh, voilà, c'est ces 3 événements-là qui vont nous donner un petit peu le curseur. Concernant
vous avez peut-être des questions. Il me semble qu'il y avait une question concernant est-ce que l'Arménie, il me Oui, semble que vous aviez une question concernant est-ce le rôle que de... Oui, je vous écoute. alors il y a eu une période où le Premier ministre Nicole Pachinian a exprimé un sentiment en disant que l'Arménie était prête à rejoindre l'Union européenne, mais que c'était incertain au niveau de l'Union européenne et que cette acceptation n'était pas sûre. Et que en plus, dans la suite, dans la foulée, il y a eu une annonce comme quoi il participerait à une réunion des BRICS. Oui. Évidemment que ça a créé une certaine crispation dans la société civile arménienne, même en diaspora et même en Arménie. Mais ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que bon, après avoir consulté, parce que bon, j'avais un petit peu le même sentiment au départ, en fait, je me suis rendu compte que, enfin, je suis allé chercher plutôt l'information que le Premier ministre avait raison, que bah, déjà, je dois rappeler qu'on est sous la présidence de la Hongrie, de Viktor Orban, qui est un allié de la Russie, qui est un allié de l'Azerbaïdjan. À chaque fois qu'une aide était bloquée pour l'Arménie, il fait en sorte que l'équivalent soit fait pour l'Azerbaïdjan. Donc, je pense qu'au niveau du timing, toutes ces questions d'intégration à l'Union européenne ne seront pas effectives sous le mandat de Orban. Primo, il y a d'autres pays aussi, la Slovaquie, il y a l'Italie aussi, où il y a un achat de gaz qui est très important au niveau de l'Azerbaïdjan. Tous ces pays-là, à l'instant où on parle, il y a une certaine méfiance, il y a un blocage, tout n'est pas, ce que je veux dire, il ne faut pas tout prendre brut quand le Premier ministre dit on ne sait pas au niveau de l'Union européenne, il faut savoir qu'il y a une unanimité à avoir au niveau de l'Union européenne. Mais ça n'empêche pas que nous, société civile, nous, diaspora, nous envoyons un signal. C'est-à-dire le référendum est le meilleur signal pour envoyer à l'Union européenne. Excellent. Euh, le rôle du mouvement arménien, s'il vous plaît. Comment voit le mouvement arménien l'Arménie et ses intérêts dans les mois qui suivent? Qu'est-ce que vous pouvez apporter concrètement et quelles sont vos attentes? C'est un petit peu c'est un petit peu la ligne que je viens de vous décrire, c'est-à-dire ce qui est important, c'est que la société civile dans son ensemble donne une position euh, favorable à l'Union européenne, favorable au changement de vecteur, favorable au retrait des alliances avec la Russie, favorable au retrait des bases militaires en Russie. Je l'ai dit tout à l'heure, si demain l'Azerbaïdjan passe à l'offensive, je rappelle que nous avons une base à Goumri, que la Russie a un accord de renseignement militaire avec l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire que tous les mouvements de troupes qu'on pourra faire en Arménie seront immédiatement transmis à l'Azerbaïdjan. En fait, on se retrouvera dans le sentiment que nous avons actuellement et qui est exprimé d'ailleurs par les élites politiques arméniennes, que la guerre de 2020 et la guerre d'Artsakh ont été des guerres planifiées ou dans lesquelles nous avions pratiquement perdu d'avance. Aujourd'hui, la menace est persistante et ce que nous disons, c'est puisque nous savons qui a programmé les précédentes guerres, puisque nous savons qu'en interne de notre pays, il y a des éléments déstabilisateurs externes, sortons ces éléments déstabilisateurs et renforçons-nous avec des pays qui sont prêts à nous soutenir et qui sont des puissances mondiales. D'avoir une base militaire de l'OTAN avec les Américains en Arménie, c'est un gage de sécurité. Je ne dis pas que on peut faire ça très facilement. Évidemment que pour obtenir tout ça, nous avons besoin d'un soutien populaire. Nous avons besoin du peuple. Le gouvernement seul n'est pas en mesure de le faire. Contrairement à tout ce qui est distillé par certaines forces qui disent que ben non, c'est au gouvernement de faire ça, c'est au Parlement de faire ça. Mais le Parlement ou le gouvernement est conscient des pressions et de ce qui est capable de faire son allié. Je rappelle quand même qu'en 99,
il y a eu des événements au Parlement qui sont finalement très graves. Exactement. On me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est impossible? Bien sûr que non, ce n'est pas impossible. Mais si vous avez, comme en 2018, 500 000, 1 million de personnes dans les rues, que vont faire les ennemis de l'Arménie? Que va faire l'Azerbaïdjan? Que va faire la Russie? Qu'est-ce qu'ils vont faire si la population n'adhère pas? Ils vont massacrer 2 millions de personnes? Donc cet argument qui consiste à dire, vous savez, on nous demande de changer les emblèmes, de retirer Massis et Ararat, de retirer les signes qui nous ramèneraient à la chrétienté. Tout ça, c'est des décisions qui se prennent par le peuple, c'est des décisions qui se prennent par référendum, et c'est des décisions sur lesquelles, je pense, c'est mon avis personnel, le gouvernement ne pourra jamais le faire passer. Ils ne pourront jamais faire les changements d'emblème, les changements d'hymne, mais dessous tout ça, il faut comprendre qu'il y a des élites en Arménie, d'accord, notamment le premier président d'Arménie, Levon Ter-Petrosyan, qui, avec les forces avec qui il travaille, que ce soit en Russie, mais que ce soit aussi en Occident, cherche à ce qu'il y ait un effacement de l'idéologie arménienne, qui est un effacement de la chrétienté. Aujourd'hui, quand on voit les actes de l'opposition, d'accord, ils affaiblissent la chrétienté en envoyant un pazan, un archevêque, plaider pour ces causes-là, pour prendre le pouvoir, pour organiser un coup d'État. Finalement, ils affaiblissent la religion. Ça, c'est un objectif. L'effacement de la religion arménienne est un objectif des ennemis de l'Arménie. C'est un objectif, ça l'était déjà sous l'Union soviétique, dès que aucune religion ne domine, mais nous avons, nous, en interne, des personnalités, catholicos, Bagrat qui jouent ce rôle-là, qui se présentent comme sauveurs, mais qu'en réalité, les résultats, c'est qu'ils affaiblissent la chrétienté, ce qui est grave. Ils affaiblissent la démocratie. Il y a des élections dans 2 ans. Ils pourraient se présenter dans 2 ans. Puis nous verrons s'ils sont en mesure de gagner. Il suffit d'écouter leur argumentaire, de voir que finalement, je prends un exemple sur l'opposition qui disait que dans une circulaire qui a été envoyée à tous les membres, je parle notamment du parti d'Ashnag, qui disait que c'est bien d'affaiblir le gouvernement d'Artsakh, de renoncer à une certaine indépendance pour que le sujet de l'Arménie et de l'Artsakh soit géré en même temps par la Russie. Donc ça veut dire quand même qu'en Arménie, il y a des forces qui travaillent à ce qu'on ait la perte de la souveraineté arménienne, qu'on ait la perte de l'État arménien. Parce que demain, si l'Arménie est coupée en deux, si les forces avec Levon Ter-Petrosyan arrivent à couper l'Arménie en deux, parce que c'est ça l'histoire d'un corridor extraterritorial qu'on demande, c'est de couper l'Arménie en deux et de couper une frontière terrestre que nous avons avec l'Iran. À partir de là, il faudra prendre en compte qu'il y aura forcément beaucoup de victimes et que leur objectif est de faire tomber le système démocratique pour imposer un système totalitaire. Ils ont besoin que le sang coule pour réinstaurer le système totalitaire. Il faut entendre ce qu'on dit. L'objectif de 2020 était de créer un trauma, qu'il y ait 200 000 morts arméniens. L'Occident a œuvré pour qu'il n'y ait pas 200 000 morts. L'Occident a œuvré pour que le système totalitaire ne puisse pas s'imposer en Arménie, que le système démocratique puisse continuer à vivre en Arménie. Ça, c'est des réalités, c'est des choses sur lesquelles ça n'a pas changé, les objectifs n'ont pas changé. Ils ont besoin de réinstaurer le système totalitaire. Vous savez, la démocratie, c'est comme de l'eau dans une main. Vous mettez l'eau, elle se propage. La démocratie, c'est pareil. Pourquoi Aliyev
a tout fait pour que la population civile d'Artsakh s'en aille. Il a tout fait parce que si la population civile d'Artsakh, qui avait pour rôle de démocratiser l'Azerbaïdjan, parce que quand on parlait de mettre des forces d'interposition internationale, c'était évidemment pour donner une protection à la population d'Artsakh, mais aussi qu'ils aient le droit de préserver leur langue, le droit de transmettre leur histoire, le droit d'avoir une culture, le droit d'avoir une religion. Imaginez Aliyev qui opprime sa société. Je rappelle quand même que tout ce qui est Covid et compagnie, les restrictions jusqu'à aujourd'hui en Azerbaïdjan, c'est pas tout à fait ça. Hein. Aujourd'hui, tout est muselé, tout est verrouillé. Même vous voulez prendre des véhicules, vous voulez aller en Géorgie ou en Iran, vous pouvez pas. Vous devez prendre les avions dont Aliyev est le propriétaire et vous devez y aller avec des avions sous autorisation, ce qui va avec. Imaginez que vous donnez à une société civile la possibilité d'avoir la liberté. Tout comme il y a d'autres éléments quand que l'Occident observe avec surprise. On parlait tout à l'heure de centre de gérance globale pour les Arméniens, pour la civilisation arménienne. Le centre de gérance globale, son influence, ce n'est pas 29 800 km². Son influence, c'est sur l'Arménie wilsonienne. Ça ne veut pas dire que nous allons prendre l'armée à aller faire la guerre, mais notre pouvoir d'influence est beaucoup plus large que les 29 800 km². Si demain nous devenons un centre de gérance globale, nous aurons la possibilité, à travers la loi, de permettre à l'ensemble des civilisations du Caucase d'avoir une vie meilleure, d'avoir une vie plus libre, dans un Caucase qui est complètement totalitaire. L'Iran est totalitaire, l'Azerbaïdjan est totalitaire, la Turquie est un pouvoir totalitaire. Au moment où on parle, la Géorgie est sur la voie d'un gouvernement totalitaire. Donc voilà quels sont les enjeux que nous avons aujourd'hui et pourquoi l'Arménie et les Arméniens, la civilisation arménienne est la meilleure est la civilisation qui a le plus d'atouts. Nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes capables de pacifier les deux mondes, c'est-à-dire le monde démocratique et le monde totalitaire, tout comme nous sommes capables de pacifier avec l'Iran, nous sommes capables de pacifier même jusqu'à Jérusalem, les problèmes qu'il y a actuellement. Nous avons cette capacité et nous l'avons toujours eu. Maintenant, c'est nous les Arméniens, est-ce que nous savons qui nous sommes? Est-ce que nous acceptons ce rôle qu'on nous propose? Est-ce que nous saisissons cette occasion? Je vous remercie. Je vous remercie infiniment, Monsieur Papazian, pour ce soir. Ուրեմն Ժորժը խոսքը վիզայի ազատականացման մասին է, հիմա ես դա հայերեն ֆրանսերեն թարգմանել եմ. Monsieur Rafi, c'est pour est-ce que vous avez des mises à jour sur la libéralisation du régime des visas avec l'Arménie, s'il vous plaît? Car c'est J'ai très, vu très passer important. l'information qu'ils sont en train de travailler pour la libéralisation des visas. J'ai pas le détail. Ça a été annoncé au Parlement par le Premier ministre, il me semble. C'est une première étape, c'est une bonne chose. C'est ce qu'ils appellent au fur et à mesure des étapes. C'est pas une intégration, mais ce que je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que ce référendum va avoir lieu que 10 jours après, ou un mois, ou 2, ou un an après, on va rentrer dans l'Union européenne. C'est le processus d'intégration à l'Union européenne, il est long. Il y a de mémoire 33 chapitres. Il y a des réformes à faire. Je prends par exemple le cas de la Turquie. La Turquie, ça fait 30 ans qu'ils essayent de rentrer et que c'est pas toujours pas le cas. Mais pour autant, la Turquie a quand même tous les avantages de l'Union européenne sans être dans l'Union européenne.
Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'impulser tout ça pour obtenir le maximum. Quand vous dites tout à l'heure la libéralisation des visas, c'est une première étape, c'est un premier gain qu'on obtient. Plus on donnera des signes vers l'Europe, plus on obtiendra, que ce soit, je l'ai dit tout à l'heure sur la question de la gérance globale, c'est des questions économiques, commerciales, les projets d'infrastructure. Dommage que vous me le posiez maintenant et qu'on ne l'a pas dit avant, mais la route qui va relier l'Inde à la Géorgie, les infrastructures qui vont traverser toute l'Arménie, c'est quand même financé par le FMI, la Banque mondiale et la Banque européenne. Tout ça, vous pouvez le vérifier. C'est déjà, il y a 1,2 milliard qui va être débloqué pour ce projet. C'est dans les objectifs. C'est des choses qui vont être bénéfiques à l'Arménie, qui vont rapporter 250 millions de dollars ou d'euros par an. C'est des choses, c'est des projets d'infrastructure qui vont être payés par ces structures-là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Il faut qu'on évolue sur les projets technologiques, éducatifs. Là aujourd'hui, oui, c'était hier. Il y a eu un rendez-vous entre le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre. Les questions d'intelligence artificielle, les questions éducatives, comment améliorer l'éducation par l'intelligence artificielle ont été abordées. Donc, on a déjà amorcé ce pas vers l'Arménie dans un centre de gérance globale. Maintenant, il faut qu'on saisisse l'occasion et qu'il faut qu'on comprenne l'enjeu. Pourquoi on a cette pression? Ce n'est pas uniquement dans ce qu'on nous renferme en disant le panturquisme, c'est les chrétiens contre les musulmans. Ces choses-là simplistes, ce n'est pas que ça. Les enjeux, ils sont bien plus importants. Et ce qu'on a j'ai envie de dire, à gagner dans cette lutte idéologique, c'est aussi quelque part une justice. Parce que si demain nous arrivons à faire de l'Arménie un pays puissant, un pays qui compte, un pays qui a un centre de gérance, un pays qui est capable de gouverner toute une zone, c'est réparer ce qu'il y a eu il y a 100 ans. Il va falloir qu'on ait ces processus de réparation. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais 29 km 800 kilomètres carrés, non, l'influence de l'Arménie pourra être quasiment sur toute l'Eurasie. Elle pourra être même sur le monde si elle pacifie, si elle arrive à se situer entre ces deux zones et à calmer cette tension internationale qu'il y a. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'ai fait un peu plus long, mais Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dernière question de ma part, quel avenir pour l'Arménie, s'il vous plaît? Georgian Harsum Inch Apagaya Spasum Hayastani. Merci beaucoup. l'avenir de l'Arménie, il est entre les mains du peuple arménien. C'est-à-dire, est-ce que on se considère comme une civilisation ancienne, forte, puissante, et qui est capable d'avoir un projet dans lequel on se verra dans 50 ans, dans 100 ans, et qu'on est capable de se dire, en fait, ça fait 5000 ans qu'on essaye de nous supprimer, ça fait 5000 ans qu'on est toujours là. Partout dans le monde, les Arméniens, dans toutes les structures mondiales, que ça soit du plus petit métier à la plus grande fonction, nous avons des Arméniens qui réussissent. Pourquoi de partout on réussit aux États-Unis, en Europe, en Russie, au Moyen-Orient, de partout on réussit, mais pourquoi pour l'Arménie on n'y arrive pas? Pourquoi on ne s'inspire pas d'autres civilisations comme Israël par exemple, où leur terre est leur projet numéro un? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça quand on aura surmonté cette réticence qu'on a? Et allez, je vais essayer de le dire poliment, et on a une sorte aussi quelque part de schizophrénie. On arrive à être très bon quand on est, je prends un exemple, dans la sphère française ou dans la sphère américaine ou même dans la sphère russe, on arrive à être excellent dans ce qu'on fait. Et du moment qu'on rentre dans la sphère arménienne, on dirait qu'on est dans un autre monde. C'est-à-dire qu'on arrive à montrer le meilleur aux autres, mais quand on est entre nous, on arrive à faire le pire. C'est ça, c'est cette limite qu'il faut casser
et dire, bah voilà, le meilleur, il faut qu'il soit de partout, et notre priorité, c'est pour l'Arménie. Donc, si vous me posez, pour répondre à votre question, moi, je fais le choix du meilleur. Le choix du meilleur, c'est de sortir de la domination. C'est dans les 10 ans, 20 ans à venir d'en faire une puissance mondiale et de voir l'Arménie et les Arméniens comme autre chose que de la souffrance. De la souffrance où, voilà, je veux pas être impoli. Il y a certaines choses, j'ai certaines pensées que je veux pas dévoiler, mais voilà, le travail de l'ennemi continue à agir sur nos gènes. On a dans nos gènes, nous, la diaspora, mais je pense aussi en Arménie, cette souffrance d'il y a plus de 100 ans, cette peur d'il y a plus de 100 ans sur lequel nos ennemis appuient. Parce qu'il y a 100 ans, quand on a perdu la première Arménie démocratique, les Russes ne sont pas venus nous sauver. Ils ont partagé l'Arménie avec les Turcs. Les Turcs ont pris l'Arménie occidentale et les Russes ont pris l'Arménie orientale. Il n'y a pas eu de sauveur, personne nous a sauvés. Ils ont partagé l'Arménie en deux, ils sont venus, ils se sont servis. Et chacun a profité du territoire et a essayé de convertir la population d'un côté comme de l'autre. Donc aujourd'hui, les enjeux, ils ont pas changé. On a les mêmes ennemis, on a les mêmes objectifs, sauf qu'on a aujourd'hui l'information, la communication, et on a quand même une diaspora qui est forte. On sous-estime le rôle de la diaspora, mais notre rôle à nous, c'est de transmettre à la population arménienne quels peuvent être les gains. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec le mouvement arménien, c'est de faire comprendre à l'ensemble de la société civile que, en fait, l'Occident nous fait des propositions pour rétablir quelque part l'histoire, mais que nous avons un travail pour faire ça. Tout à l'heure, je disais l'influence qui dépasse les 29 800 km². Si dans 5 ans, nous sommes un pôle de gérance globale, si dans 10 ans, 500 000 Arméniens de diaspora viennent s'installer, que ce soit en Arménie, que ce soit en Artsakh, que ce soit en Arménie occidentale, la politique qu'on aura, ce ne sera pas la même. On n'aura pas la même force qu'on a aujourd'hui. Et tout ça, c'est un travail. De toute façon, être arménien, c'est un travail en général. Vous voyez, que ce soit en Arménie ou en diaspora, on lutte pour rester arménien. C'est l'éternel combat de notre vie. Et je pense qu'on ne peut pas le perdre. C'est un combat qu'on ne peut pas perdre. De toute façon, on est programmé pour ne pas le perdre. On a toujours essayé de nous effacer l'arménité. Personne n'a réussi. D'autres peuples ont essayé. Ils ont disparu avant nous. Donc, où je vois l'Arménie, voilà, j'espère vous avoir répondu. Mais j'ai un sentiment fort patriotique et une fierté d'être arménien et je pense que nous allons gagner. Il n'y a pas d'autre issue. Quand on dit la liberté ou la mort, ben, je pense qu'aujourd'hui on est à ce tournant-là. Donc je fais le choix de la liberté, le choix de la victoire. Parce que sinon, il se passera quoi? Sinon, il se passera que l'Arménie sera coupée en deux, on n'aura plus d'État, on aura une civilisation qui sera en partie à Yerevan, à moitié tentée d'être russifiée. On aura la partie du sunni qui ira en Iran et qui ira quand même démocratiser l'Iran. Et puis dans 20 ans, on refera une nouvelle révolution et on refera une troisième république. Et c'est ça que nos ennemis n'ont pas compris, c'est que si on a fait une première république, si on en a fait une deuxième, même si maintenant on nous retire le troisième, si on nous retire aujourd'hui l'État, quoi qu'il arrive, on refera une troisième fois. C'est comme ça, c'est dans notre ADN. On a eu des empires, on a eu des rois, on a eu deux républiques. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Ça va, merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec C'était étonnant parce que c'est la première fois qu'on l'a fait en autre langue, une autre langue que l'arménien. Donc, je vous remercie infiniment pour votre temps et une bonne nuit. Avec plaisir.